d'être présent à notre webinaire. Donc, le sujet du webinaire est bien entendu autour de l'intelligence artificielle au service des RH, avec 3 thématiques principales. On va essayer de démystifier un petit peu l'IA et son apport dans les ressources humaines, vous montrer des cas concrets, et enfin, comment on va pouvoir démocratiser l'IA, à la fois pour la fonction RH, mais également pour les utilisateurs, managers et collaborateurs dans les entreprises. Sont présents aujourd'hui à mes côtés Frédéric. Frédéric, je te laisse te présenter. Bonjour, oui, donc Frédéric Michler. J'interviens dans l'accompagnement des transformations RH, que ce soit sur des aspects d'inspiration, conférences, sur des approches de conseils, d'accompagnement projet, sur les réflexions à la transformation RH ou des actions de formation. Et puis, je suis accessoirement aussi à mes heures perdues l'auteur d'un blog sur l'innovation et les RH. Merci Frédéric. Thomas? Bonjour à tous, Thomas Doriac. Donc, je travaille au sein de SAP SuccessFactors. Je suis HR Value Advisor au sein de l'équipe France. C'est avec grand plaisir aujourd'hui d'être présent parmi vous. Donc moi, dans mon rôle, j'accompagne les clients dans la mise en place, l'exécution de leur stratégie RH. Et aussi à côté de ça, comme Frédéric, j'ai aussi le temps pour aussi parfois faire un podcast qui s'appelle HR Pulse et que je vous invite aussi à écouter avec différents intervenants RH. Frédéric y a notamment participé et aussi différents DRH. Et enfin, Étienne, je suis chef de produit mid-market chez Arago Consulting, donc des produits à destination des ressources humaines qui s'appuient sur la solution SuccessFactors, et également en charge de l'avant-vente RH, et ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que je travaille dans ce domaine, et un peu plus de 10 ans dans l'IA au service des RH. Petit point avant que nous démarrions. Pauline, que vous ne voyez pas, va diffuser des sondages tout au long de notre webinaire, ce qui nous permettra de rebondir sur des thématiques. Donc, l'ordre du jour autour de ces 3 points est assez simple. Dans un premier temps, Frédéric va introduire le sujet de l'IA au service des RH. Thomas va nous montrer en quoi comment se situe l'IA entre les mythes que l'on peut se faire, notamment depuis l'arrivée de ChatGPT et la réalité aujourd'hui de l'IA. On dit aujourd'hui, mais l'IA, Thomas, est présente depuis déjà quelques temps dans le domaine des ressources humaines. Ensuite, Thomas et moi serons dans le concret et on vous démontrera en quoi l'IA, à travers des cas d'application concrets, peut vous aider. Frédéric, tu nous parleras de démocratie, qui est vraiment un sujet, le sujet du moment. Et enfin, nous conclurons et n'hésitez pas à poser vos questions avec le chat qui est à droite de votre écran. Du coup, on parlait petit problème technique. Oui, je disais, on est à ce moment de l'histoire en fait où ChatGPT a quelque peu défrayé la chronique en arrivant en novembre 2022. Et il a remis en avant sur le devant de la scène cette notion d'IA et son application dans les RH, parce que ça a été d'une certaine manière un peu un côté nouveauté impactante, ce qui amène souvent d'un point de vue médiatique aussi un côté effet tsunami et des fois derrière les aspects d'emballement médiatique, ce qui fait que on va entendre à droite et à gauche l'IA est là, ça change tout, où on annonce la déferlante à venir, le côté l'IA arrive et ça va tout changer. Et d'une certaine manière, dans ce côté un peu submersion, on peut prendre du recul au fur et à mesure des choses qui se mettent en place. Si Étienne, tu veux bien Je veux bien. avancer Voilà. le visuel. Donc sur les éléments, quand on prend un peu de recul, pour peut-être les plus anciennes ou les plus anciens d'entre nous, on se souviendra que dans les années 2000, le e-learning arrivait, devait tout changer, et puis finalement ça s'est mis en place, et les ruptures annoncées n'ont pas toujours été celles qui étaient peut-être imaginées. Dans les années 2010, en RH, on a eu un peu les mêmes éléments sur les MOOC. Souvenons-nous qu'en octobre 2022, c'était le métaverse qui nous attendait, ou dans d'autres
aspects, au-delà un peu des RH sur la décennie 2010, c'était les imprimantes 3D peut-être qui pouvaient tout changer. Donc tout ça pour dire que ça peut être des fois intéressant aussi de relativiser le moment. Il y a certes le tsunami, le choc, puis d'une certaine manière, pour certains d'entre nous, la vague passe, les choses se normalisent. Et à ce moment-là, bon, on va se dire, bah, finalement, qu'est-ce qui change réellement? On s'est approprié des nouvelles technologies et ça nous paraît naturel. Et donc, on peut mettre en parallèle de cette réalité, de cette prise de recul, une certaine réalité malgré tout d'appropriation de ces technologies. Et si on regarde souvent à l'échelle d'une population, on a assez rapidement quelques fractions de la population, souvent statistiquement, on est sur 2-3%, qui est tout de suite au contact de ces technologies, qui a tout de suite été au contact de ChatGPT, qui expérimente et qui va partager autour de cet écosystème-là. Et puis, on a une deuxième partie de la population qui est 12-13% d'entre nous qui, assez rapidement, au contact de l'information, vont franchir le cap, vont s'approprier, vont expérimenter. Et fort probablement, vous qui nous regardez, écoutez ce matin, faites potentiellement partie de cette population-là, en tout cas intéressée. Et puis derrière, progressivement, on aura une majorité, un tiers qui y viendra peut-être dans la durée. Et le dernier tiers, si on fait abstraction d'une frange de population qui n'ira quasiment jamais, le dernier tiers, lui, il ira vraiment quand globalement, ça sera dans l'usage courant et le quotidien. Juste pour faire un parallèle, ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, intervenant auprès de jeunes professionnels RH en alternance Bac+1. Le 14 décembre, sur cette thématique de la maturité et des transformations RH, personne sur 30 personnes environ RH n'avait entendu parler de ChatGPT. On se revoyait en février 2023, quelques-uns, 2-3 avaient vaguement entendu parler dans les médias de ChatGPT et avaient peut-être un peu utilisé. Et puis en mai 2023, dans une autre promotion, on avait déjà une réalité d'usage où en fait des étudiants, pour répondre à des questions de synthèse sur des aspects RH, avaient déjà fait faire la synthèse par ChatGPT. Malheureusement pour eux, ils s'étaient directement fait identifier et donc avaient dû le refaire à la main. Et puis, un an après, en mai-juin 2023, intervenant auprès de profils équivalents, aujourd'hui, on est à un stade où finalement, même quand on pose des questions sur cet écosystème d'étudiants en temps réel et en intervention, ils vont même plus réfléchir. Ils vont poser la question à ChatGPT, puis rapidement vous faire une réponse ou un copier-coller. Ce qui pose la question des cas d'usage. Et ces mêmes étudiants qui ont trouvé un usage pour eux dans la sphère étudiante et d'approche théorique, l'utilisent beaucoup moins dans la réalité de l'entreprise, hormis deux cas de figure, et on l'abordera dans le webinaire, sur les aspects de recrutement, bien souvent, les annonces, ou bien dans les aspects formation, réalisation de QCM et de contenu. Rapidement, ChatGPT a pas mal occulté une dimension d'IA qui existe depuis malgré tout plus d'une bonne décennie et qui gagnerait et qui a un véritable potentiel à être développé dans nos structures, dans l'entreprise. C'est tout ce qui relève de l'apprentissage machine, à savoir plutôt les algorithmes d'analyse statistique. Les algorithmes qui vont traiter massivement des données, faire des corrélations et nous aider à comprendre certains comportements des collaborateurs. Et sur cette base-là, permettre de donner de la valeur ajoutée en tant que gestionnaire RH sur des aspects un peu prédictifs. Et donc, c'est bien souvent des solutions qui vont nous permettre d'anticiper des risques de départ, de mettre en relation des changements de comportement dans les heures d'arrivée, les heures de sortie, le rapprochement avec des données
d'entretien professionnel et autres. Et là, il y a une véritable valeur ajoutée potentielle. Et pour autant, on a donc du coup les IA génératives qui, grâce à ChatGPT, ont pris le devant de la scène et donc aujourd'hui sont globalement ce dont on parle quand on parle d'IA. Et en l'occurrence, en faisant un petit peu abstraction de ce que j'évoquais précédemment, avec quelques petits points de vigilance qui sont malgré tout que ces IA génératives, le résultat qui en sort, la qualité de ce qui est généré, et fonction de l'appréhension, en tout cas en tant qu'utilisateur, de 4 grandes dimensions. La première, c'est le corpus de données qui permettent d'entraîner ces solutions. Si aujourd'hui, à titre d'exemple, vous alliez poser la question à ChatGPT, quelle est la fonction de Gabriel Attal, ou bien à quelle période ton corpus de données s'arrête, ChatGPT va vous répondre, mon corpus de données s'arrête à 2021, mais en même temps, il vous donne certaines informations de 2022. Et puis, si vous lui demandez vraiment, mais quel est le ministère, ou quel est le titre en tant que ministre de Gabriel Attal, il peut potentiellement vous donner 2 réponses. Une réponse où il dit dans mon corpus de données de 2021, je m'arrête à ça. Et en même temps, comme progressivement on a des montées en version, il vous donne une deuxième réponse qui serait plutôt une recherche Wikipédia. Donc là, on voit un peu le côté avec rapprochement Microsoft et son moteur de recherche. Deuxième niveau, c'est la qualité des modèles de traitement de données, des modèles de langage. Et là, des fois, il peut être intéressant, quand bien même on pourrait avoir quelques éléments d'information sur les limites du corpus de données initial, faire la part des choses entre différentes solutions d'IA générative. Donc, ça mérite de faire des comparaisons pour des mêmes questions. Quelles sont la qualité des réponses qui sont données par certes ChatGPT, mais des Gemini de Google, des Claude d'Anthropy, ou Perplexity parmi d'autres. Avant-dernière question à challenger, c'est la manière dont sont supervisés ces modèles. Sur certaines questions, on peut avoir quelque peu normes un peu politiquement correctes qui peuvent orienter certaines réponses. Donc, ça peut aussi être à prendre en considération. Et puis, surtout, dernier point, en tant qu'utilisateur, sa propre capacité à bien formuler ses requêtes. Ça reste des outils informatiques. Si on veut des réponses de qualité indépendamment de tout ce que j'évoquais avant, il faut être en capacité de mettre les bons paramètres à l'entrée pour pouvoir générer des contenus créés de manière qualitative en lien avec des réponses un peu détaillées. Le fameux prompt. Qui devient d'ailleurs un métier. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, après cette introduction de Frédéric sur justement les premiers éléments concernant les IA, et pas que l'IA, parce que c'est différents types d'intelligence artificielle, on voulait partager aussi avec vous quelques chiffres pour vous donner un peu une vue d'ensemble. Des chiffres, je dirais plus de façon globale sur l'impact de l'IA sur l'économie, mais après, bien sûr, avec un focus sur la partie ressources humaines. Ce qui est intéressant de voir, si on regarde d'un point de vue plus global, c'est l'impact qu'on voit sur l'économie. On pense, selon différentes études, que ce soit des études Accenture, McKinsey, que l'IA va véritablement apporter jusqu'à 20 trillions, donc 20 000 milliards de dollars au PIB mondial d'ici 2030. Donc, c'est quelque chose qui est là pour rester, c'est quelque chose qui est là pour faire aussi grandir différents types d'activités. En parlant de ça, on regarde aussi, par exemple, le fait que grâce à l'IA, on va pouvoir générer potentiellement en valeur de 2,6 jusqu'à 4,4 trillions de dollars par an pour différents types d'entreprises quand l'IA sera adoptée. Donc, on voit un peu ici que ces chiffres sont véritablement quelque chose qui, quand on met en perspective, l'IA est là pour rester et est là pour être complètement intégrée dans les différents business models des entreprises. Après, si on bascule un peu sur le côté, on va dire, plus collaborateur, plus RH, on voit que plus de 80% des emplois qui ont été mappés peuvent, d'une façon ou d'une autre, intégrer de l'IA dans leurs tâches quotidiennes. Sur ce point, je voudrais peut-être rebondir parce que c'est assez intéressant. Il y a plusieurs études qui ont été menées. Déjà, d'une, chez SAP, on a mené aussi une étude avec un panel de 300 personnes qui ont testé l'IA dans 300 postes différents pour voir quel pourrait être l'impact et comment le rôle pourrait aussi être repensé avec une IA générative, mais pas que,
dans les tâches quotidiennes. Mais il y a une autre étude qui est intéressante, c'était une étude qui a été menée par le Boston Consulting Group il y a de ça 1 an. Ils ont mené cette étude sur 758 consultants dans le monde. Et l'idée, c'était de voir, mes consultants vont être accompagnés avec ChatGPT. Et on va voir comment, dans leur quotidien, on va pouvoir voir si l'impact sur la productivité est plus important, etc. Et généralement, les conclusions de cette étude ont été que oui, avec une IA générative, ou en tout cas différents types d'IA comme ChatGPT, ces consultants étaient plus productifs. Mais il y a pas mal de nuances à ajouter. Les consultants qui étaient considérés comme, je dirais, moins performants avaient justement gagné en termes de productivité par rapport à ceux qui étaient plus top performers. Et si on creuse aussi cette étude, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les cas pratiques de l'IA, là où elle a permis justement de gagner en productivité, c'était dans les notions des tâches de création. Par exemple, création de produits, repenser des différents business models. Dans ce type d'activité, l'IA était véritablement quelque chose qui a permis de gagner un gain de temps considérable pour les consultants. À l'inverse, sur des activités beaucoup plus, je dirais, complexes, en prenant en compte différents types de facteurs, là, la productivité a baissé d'à peu près de l'ordre de 23%. Donc, je pense que c'est important de nuancer et de voir aussi comment ces différents cas d'usage peuvent être traités et où est-ce qu'on peut placer le curseur en termes de productivité. Ce qui va être aussi intéressant, peut-être, Étienne, si tu peux rester sur cette slide, je voulais aussi mentionner quelques points sur la partie RH. On a aujourd'hui plus d'une centaine de startups qui sont présentes dans cet écosystème IA. On peut penser, si on pense de façon France, bien sûr, à des entreprises type 365 Learning autour des compétences. On peut penser aussi autour des compétences l'entreprise Gloat ou en termes de recrutement, Paradox qui a aussi par exemple un outil un chat conversationnel pour les candidats qui permet une meilleure fluidité en fait de la candidature et justement peut aussi toucher un public qui est peut-être potentiellement plus un public passif, des candidats passifs qui n'ont pas forcément une appétence directe pour changer d'emploi. Donc, on voit aussi que l'IA présente dans tous les domaines RH. Pour revenir aussi sur Boston Consulting Group, c'était aussi intéressant à mentionner qu'aujourd'hui, en France, les services liés à l'IA représentent 25% du chiffre d'affaires de Boston Consulting Group. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important à garder en tête quand on parle de business, de business aussi, de conseils autour de l'IA, mais aussi du business, bien sûr, autour de la tech et de l'IA. Un dernier chiffre sur lequel je voulais aussi rebondir, c'est la vue 360 que l'IA peut apporter sur un collaborateur, la vue 360 sur les compétences. Aujourd'hui, une partie des compétences sont bien sûr présentes dans un SIRH, dans le profil collaborateur, mais aujourd'hui, vous avez aussi des IA qui vont aller beaucoup plus loin. Parce qu'un SIRH, le collaborateur l'utilise, certes, pas autant qu'un administrateur RH ou d'autres personnes dans la fonction RH, mais il utilise un nombre pléthore d'autres applicatifs dans son quotidien, des applicatifs business liés à sa fonction, comme par exemple, je sais pas, du marketing, des outils de CRM, de la finance, du supply chain, ou aussi bien sûr des outils plus de type bureautique, Teams, etc. Et dans ces différents outils, vous avez aussi, on peut noter aussi différents types de compétences, quelles sont aussi vos facultés à utiliser ces outils, à connecter aussi avec différentes fonctionnalités. Et vous avez aussi des IA type TechWolf, par exemple, basé en Belgique, qui va pouvoir identifier ces différentes compétences qui se situent au-delà de juste du SIRH. C'est une entreprise aussi qui en ce moment cartonne, qui vient de lever plus de 47 millions d'euros la semaine dernière. Enfin, voilà. Donc, vous avez un écosystème RH-IA qui est aussi très, très foisonnant. Alors maintenant, Étienne, si tu vas sur la slide suivante, je voulais aussi donner un peu revenir un peu sur le regard qu'avait donné Frédéric au début sur un peu, on parle beaucoup d'IA, mais quel est aussi le ressenti? Parce que c'est important aussi de voir le ressenti au niveau humain, parce que tout est l'intérêt aussi de cette présentation. Et le dernier point, c'est la démocratisation. C'est comment on peut s'assurer qu'on a justement ce niveau d'adoption, cette conduite du changement qui est présente. Alors, sur ce point, nous avons mené SAP avec l'Institut de sondage Odoxa un observatoire. Nous avons lancé un observatoire de l'IA au travail. Donc, il a été lancé en avril et c'est un observatoire qui a vocation à être reconduit de façon régulière pour voir justement les tendances qui se dégagent au fur et à mesure. Alors, si on prend le premier bloc, c'est une étude qui a été menée sur, je dirais, 3 points principaux. Le premier point que je voulais justement évoquer, c'était cette partie un peu de crainte
Et si Étienne, tu peux cliquer directement sur les trois animations qui vont arriver. Le premier point, c'était oui, l'IA est perçue comme un changement majeur par rapport aux autres paradigmes de nouvelles technologies qui ont été présents par le passé, comme l'informatique, le téléphone portable, etc. Donc, l'IA est vraiment perçue comme quelque chose de beaucoup plus majeur. Le deuxième point, c'est qu'aussi, l'IA est perçue pour plus de 2 salariés sur 3 comme une menace, et c'est une perception aussi qui progresse sondage après sondage. Donc ça, c'est des points aussi qui sont importants à prendre en considération. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est que cette crainte aussi de potentiellement être remplacé par une IA, et c'est une inquiétude qui est aujourd'hui de plus en plus en hausse. Donc c'est important d'avoir aussi ces points en tête. Ce que je voulais mentionner, c'est que cette étude, et si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, je vous partagerai les détails. Il y a aussi 2 autres volets qui sont aussi sur un point de vue, quels sont pour les salariés aujourd'hui aussi les avantages concrets qu'ils perçoivent sur l'IA. Et donc, on a aussi différents éléments qui ont été partagés, notamment sur l'accélération de différentes tâches répétitives, etc. Et on a aussi un dernier volet qui est très intéressant, c'est on voit aujourd'hui chez les salariés un véritable besoin d'information et de formation que l'entreprise doit lui fournir pour être plus acculturé par rapport à l'IA. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, on vous partagera l'étude plus en détail. Mais maintenant, place au cas concret de l'IA au travail. Merci Thomas. Donc l'IA au travail dans les RH, avant de vous présenter ces différents cas d'usage, sachez qu'en tout cas que l'IA va pouvoir s'appliquer à différents types de profils dans l'entreprise. Frédéric, tout à l'heure, tu nous parlais du cas du recruteur et du formateur. On va donc voir des cas concrets sur ces 2 sujets. Et on va également vous montrer comment un collaborateur, par exemple, va pouvoir accéder à des contenus de formation, un petit peu comme dans Netflix, qui vont être personnalisés, et comment un manager va pouvoir, lui, fixer des objectifs tout en étant aligné avec la stratégie business de l'entreprise. Donc, commençons avec le cas du recruteur qui aujourd'hui n'a pas une IA entraînée sans machine learning sur ses données d'entreprise et qui va simplement utiliser ChatGPT. Ça lui a été interdit, mais bon, il a gardé son accès perso pour pouvoir créer ses propres offres d'emploi. Donc, de manière très classique, ChatGPT va permettre de générer des descriptions. Donc ici, on a posé une question, comment est-ce que je peux créer une fiche de poste d'ingénieur data dans l'industrie de la chimie fine? Et on peut voir qu'automatiquement, l'offre d'emploi va nous fournir une description des missions principales que je vais pouvoir affiner via l'itération, le profil recherché avec la formation, l'expérience, les compétences techniques. Donc finalement, je vais pouvoir accéder dans un premier temps à une offre très classique, mais malgré tout complète, que je vais pouvoir affiner. Maintenant, je peux peut-être aller un petit peu plus loin. J'utilise LinkedIn dans mon entreprise et j'ai donc besoin de formater cette offre d'emploi au format LinkedIn. Eh bien, pourquoi pas poser directement la question? C'est bien le cas. Lorsqu'on utilise ChatGPT, il faut poser toutes les questions. Il faut être curieux, il faut oser. Et donc là, finalement, je vais pouvoir en quelques secondes régénérer cette offre d'emploi au format LinkedIn. Vous pouvez le voir à l'écran. En plus de cela, ChatGPT peut nous aider également à présélectionner des CV en fonction de cette offre d'emploi. On va pouvoir également aider les managers, aider les RH à trouver les bonnes questions d'interview au regard de cette offre d'emploi. Donc là, encore une fois, très simplement, vous le voyez à l'écran. Vous pouvez voir également qu'il supporte les fautes d'orthographe. Comment est-ce que je vais pouvoir poser des questions concernant un candidat sur ce poste avec, pourquoi pas, des questions liées aux soft skills et aux hard skills. Donc, ça va me permettre de mesurer le comportement, mais également les compétences techniques. Là où moi, RH, d'habitude, sur les compétences techniques, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, je vais déjà pouvoir apporter certains niveaux de réponse. Donc, ChatGPT, sans connaître, j'allais dire, sans avoir les datas de mon entreprise, va quand même être un accélérateur. Ces cas d'usage, on va pouvoir également le répliquer, mais avec une connaissance des données de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise, au travers de solutions SIRH comme SuccessFactors, où on va pouvoir aider les collaborateurs avec un copilote complètement intégré. Donc, on va retrouver un petit peu cette expérience, mais avec beaucoup plus de data et, j'allais dire, d'intelligence pour aider le recruteur à créer ses offres d'emploi, mais également à fournir directement au manager les bonnes questions
qui vont s'appuyer sur toutes mes données. Deuxième cas d'usage, le manager qui doit créer, allez, disons au mois de décembre ou au mois de janvier de l'année suivante, préparer son plan d'objectifs. Nous, RH, en amont de cela, on a déjà préparé nos objectifs business, si on a bien fait notre travail avec la finance, on a déjà décliné des objectifs collectifs et on se dit, bon, on va donner accès à un catalogue d'objectifs à l'ensemble des managers, mais toujours est-il que les managers, là, vont devoir s'atteler à la tâche et créer les objectifs propres à leurs équipes, directes ou indirectes. Donc, avec cette solution-là, je vais pouvoir soit créer un objectif de zéro, soit accéder à un plan d'objectifs, ou bien tout simplement dire que je souhaite, par exemple, travailler sur un objectif d'amélioration d'équipe. Et donc, SuccessFactors ici va me permettre de générer automatiquement l'objectif en donnant une description, en m'aidant également sur la mesure, en indiquant une date de début, une date de fin, mais également va me permettre de travailler sur l'ensemble des différents jalons qui vont me permettre de mesurer l'objectif tout au long de l'année. Donc là, on voit bien qu'on est dans une dynamique extrêmement opérationnelle où on va s'appuyer sur des données business, mais également sur des méthodologies de fixation et de suivi des objectifs. Donc, une approche plutôt smart. Donc, cela va nous permettre d'assurer une certaine cohérence de fixation et de suivi des objectifs dans ma population managériale et de permettre vraiment aux collaborateurs et d'aider les collaborateurs à comprendre là où l'entreprise va et de bien mesurer que leurs objectifs vont leur permettre d'accompagner l'entreprise dans l'achèvement de ses objectifs. Thomas, tu veux peut-être ajouter quelques mots sur ce thème-là? Non, ce qui est intéressant aussi dans cet exercice, c'est que quand on regarde de façon concrète, ça peut être un exercice très chronophage aujourd'hui, la création d'objectifs. Et aussi, ça peut, comment dire, prendre du temps à se renseigner pour être sûr qu'on a des goals qui sont exactement smart, notamment dans des entreprises qui sont en pleine transformation, et ce qui est le cas de la majorité des entreprises. Donc, je pense que le point ici qui est intéressant, c'est la notion de 80-20. On ne parle pas d'une page blanche. On a déjà quelque chose qui est solide, qu'on va pouvoir affiner en fonction de ses préférences personnelles, mais c'est véritablement un booster pour beaucoup. Après, là où c'est aussi intéressant, c'est faut pas le penser que de façon annuelle. Je pense que c'est aussi bien de prendre en considération tous les éléments qui peuvent arriver en cours d'année et modifier ces objectifs. Donc, oui, pour moi, c'est la notion de 80-20 aussi qui est importante ici. Maintenant, d'un point de vue plus collaborateur, je suis collaborateur, j'ai des compétences. Grâce à l'IA, aujourd'hui, ce qui est très intéressant en amont, avant de passer sur la préconisation de formation, grâce à l'IA, ce qui est intéressant, et tu en parlais Thomas juste avant, on va nous pouvoir beaucoup plus facilement, lorsqu'on va mettre en place nos systèmes d'information RH et lorsqu'on va travailler avec nos clients sur la mise en place des référentiels de compétences, on va pouvoir aller beaucoup plus vite dans la définition de ces compétences grâce à une IA embarquée. Ça va permettre quoi? Ça va permettre notamment aux collaborateurs de décrire ses propres compétences qui ne sont pas forcément présentes dans sa définition de poste. La définition de poste va être également mise à jour beaucoup plus rapidement. Je ne vais pas dire de façon quotidienne, mais en tout cas, la fréquence va être plus importante. Et in fine, ça va nous permettre d'avoir des préconisations de formation qui vont s'appuyer donc sur des données structurées liées au référentiel de compétences, mais également sur des données non structurées liées au comportement du collaborateur. Par exemple, je m'aperçois que mon collaborateur choisit souvent des formations liées à sa posture managériale. Donc, on va avoir tendance, un petit peu comme sur Netflix, à lui pousser des formations managériales. Je m'aperçois que les pairs, les personnes qui travaillent directement ou indirectement avec mon collaborateur, eux, choisissent d'autres formations. Donc, on va pouvoir également pousser des contenus liés aux usages des personnes qui travaillent avec ce collaborateur. Donc ici, on est dans une approche beaucoup plus aidante de la formation et le collaborateur va pouvoir vraiment, lui,
bien découvrir de nouvelles actions de formation, de nouveaux contenus qui vont lui permettre d'aider au fur et à mesure à remplir également ces petites lacunes de compétences qui ont été détectées en amont lorsqu'il a lui-même rempli les compétences manquantes. Thomas, Frédéric, des points que vous souhaitez ajouter? Ce que vous avez pu voir également dans d'autres solutions. Frédéric, tu veux… Ah, Frédéric, tu veux reperdre. Frédéric, de nouveau perdu le son. Bon, je vais passer au cas suivant. Le cas suivant, je suis une experte formation et une grosse partie de mon temps de travail est la création même du contenu de formation. Donc ici, je vais vous montrer un cas d'usage réalisé avec la solution 360 Learning. D'autres solutions de formation peuvent le réaliser, mais ici, très simplement, je vais pouvoir, à travers la saisie d'un titre, à travers la saisie d'un objectif que je vais assigner à un module de formation, par exemple ici autour de la prévention des conflits d'intérêts dans l'entreprise, et également en indiquant à qui s'adresse ce module. J'aurais pu également ajouter du contenu non structuré au travers d'un fichier Word ou d'un fichier PDF. Et bien ici, très rapidement, vous pouvez voir que le petit logo en haut à gauche me dit que l'intelligence artificielle est en train de travailler. Je vais donc pouvoir générer des résumés de la présentation, mais également l'ensemble du contenu de la formation. Donc ici, je vais me mettre dans les chaussures d'un apprenant et je vais pouvoir voir que l'ensemble de mon contenu de formation a été défini. Vous pouvez voir ici avec l'importance de la prévention dans les conflits d'intérêts. Je vais pouvoir également générer des quiz, donc complètement alignés avec les données de mon entreprise. Je vais pouvoir, et également de cette manière-là, vous le voyez ici sur la partie gauche, générer également le chapitrage de mes contenus de formation. Donc, bien entendu, toujours dans cette logique de 80-20 dont parlait Thomas, je vais avoir la possibilité d'affiner les contenus et apporter ma patte en tant qu'expert de formation. Par contre, je vais gagner un temps fou dans la création de l'ensemble de mon module de formation. Second point extrêmement important, et j'avance un petit peu dans la présentation, je vais pouvoir également agir sur l'IA. Donc, je vais pouvoir lui dire comment finalement il va pouvoir générer des contenus, avec quelle tonalité. Tonalité plutôt formelle, plutôt professionnelle, plutôt informelle. Je vais pouvoir également lui dire créer des premiers prompts. Donc, cet art de l'ingénierie du prompt, du questionnement, je vais pouvoir directement la paramétrer, lui dire, bien écoute, dans un premier temps, tu vas générer 3 phrases maximum, tu vas me mettre tant nombre de puces, tu vas me générer un paragraphe avec peu de formules. Lorsque tu veux créer des quiz, eh bien, crée simplement 3 questions par type d'activité. Je souhaite que les formats soient assez courts pour faire du rapid learning, etc., etc. Donc, j'ai véritablement la main sur la manière dont je souhaite créer automatiquement, grâce à l'IA, des contenus, et je vais surtout pouvoir le modifier. Vous voyez, ici, on a saisi commencer le titre, toujours commencer par un titre. Maintenant, il y a également toute la notion de conformité que je vais pouvoir gérer de manière textuelle grâce à l'IA, où là, par exemple, je vais pouvoir lui demander d'utiliser peut-être des termes plus inclusifs, de manière à ne pas repasser ensuite sur l'ensemble du texte qui a été généré lorsque j'ai créé ma formation. Donc, cette notion d'assistance IA, de mise en place de règles de conformité, elle est extrêmement importante, parce qu'on va pouvoir de cette manière-là, et moi, c'était quelque chose que je faisais il y a quelques années sur l'IA de Watson, on va pouvoir gérer avec l'IA et donner la main à nos clients pour qu'ils puissent gérer les biais, j'allais dire, qui peuvent être induits par l'intelligence artificielle, notamment dans les domaines du recrutement ou de la gestion des talents. Voilà, donc je vous passe la main maintenant. J'espère que tu as pu récupérer la voix, Frédéric. Je suis pas sûr, non. Je sais pas si tu Non. vas devoir te reconnecter, mais en tout cas, le temps que je prenne la slide, peut-être juste sur rebondir sur le point d'Étienne, sur cette partie formation. Aussi, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on le voit dans pas mal d'entreprises que cette adoption de l'IA générative pour les formations est assez présente. Je ne dirais pas que c'est partout présent, mais on en retrouve de plus en plus. Et ce qui est important, c'est qu'on ne voit quasiment pas la différence entre une formation générée par l'IA et une formation
qui a été entièrement faite par l'humain. Et donc, parfois, quand on retrouve la phrase « cette formation a été entièrement générée par une IA », en termes de qualité, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, voire pas de différence avec… Pas grand-chose à redire. Ouais. Voilà. Le point que je voulais revenir aujourd'hui, c'est concrètement, donc Étienne nous a montré différents cas d'usage. Si on rebondit sur le premier cas d'usage qu'Étienne a présenté, qui était la création d'une fiche de poste. Alors, ce cas d'usage, il est aussi présent, comme mentionné Étienne, dans SAP SuccessFactors. Ce qui est important, c'est de voir aussi, OK, ces cas d'usage sont présents, mais ce n'est pas du gadget. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et donc, nous, on s'est attelé à travailler sur chacun de ces cas d'usage et essayer de voir d'un point de vue bénéfice, valeur, essayer aussi de quantifier ce à quoi cela peut correspondre pour une entreprise. Alors, sur ce cas concret de création de fiche de poste, on a identifié 2 leviers de valeur qui sont importants pour ce cas d'usage. Le premier qui va être la réduction du temps et du coût pour la création d'une fiche de poste, qui est considérable. Et le deuxième, ce qui peut être aussi la réduction du coût des mauvaises embauches. Alors, quand on regarde le premier, on va voir effectivement que le fait d'automatiser la création et la génération d'une fiche de poste, où au final, la personne qui aura la main pour valider, donc, généralement le hiring manager ou en combinaison avec le recruteur, n'aura plus que les touches finales à apporter. On voit que lorsqu'on regarde, quand on essaie ensuite de voir quels sont les gains potentiels, nous, on s'est basé sur nos expertises en interne, sur aussi des benchmarks qu'on a achetés sur le marché et aussi sur notre expérience basée avec nos différents clients sur ce type d'activité. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, la création d'une fiche de poste, ça peut passer de 30 à 120 minutes, tout dépend. 120 minutes quand on part d'une page blanche, quand c'est totalement un nouveau, par exemple, une nouvelle entité qui est créée avec un nouveau business, etc. Donc là, on parle vraiment d'une page blanche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'impact est, on peut passer à directement 5 minutes pour faire cette activité. Et la même chose pour la partie… le deuxième levier de valeur qui est sur la réduction du coût des mauvaises embauches, parce que c'est un coût aussi. Et donc, comment on peut aussi s'assurer qu'on va avoir des candidats qui vont être plus à même, enfin, qui vont postuler, qui vont avoir les compétences nécessaires, qui vont avoir bien le profil requis pour cette position. Et donc, on a aussi estimé différents leviers, comme par exemple 5% de réduction du coût des mauvaises embauches. Alors, tous ces chiffres que vous voyez ici, ce sont des gains de productivité qu'on peut aussi quantifier basé sur d'autres données aussi relatives à l'entreprise. Donc ça, c'est juste un exemple sur ce cas concret, mais on le réplique sur tous les différents cas d'usage de l'IA au sein de nos solutions SAP SuccessFactors. Et justement, si Étienne, tu vas sur la slide suivante, ce que vous voyez à l'écran, c'est le cycle de vie d'un employé. Donc, et peu importe, je veux dire, on n'est pas dans la solution, c'est le cycle de vie d'un employé du moment où il va postuler à l'entreprise jusqu'au moment où il va partir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si tu cliques sur la prochaine animation, c'est qu'aujourd'hui, déjà, au sein de nos solutions SAP SuccessFactors, les petits drapeaux orange que vous voyez, désolé, c'est une slide qui est un peu chargée, mais le point que je veux mentionner ici, c'est que vous voyez déjà que sur chacune des étapes clés du cycle de vie d'un collaborateur, on a déjà actuellement dans nos solutions SAP SuccessFactors beaucoup de cas d'usage. Et si tu cliques sur la slide suivante, enfin l'animation suivante, on voit que les futurs cas d'usage qui vont arriver dans les prochaines mises à jour de notre solution, donc les prochaines mises à jour qui auront lieu aussi en novembre et aussi en début d'année prochaine, on va quasiment couvrir tous les cas d'usage présents dans le cycle de vie de l'employé. Donc, ce qui est vraiment important ici à mentionner, c'est que l'IA va s'ancrer dans toutes les activités présentes pour un employé avec, bien entendu, ses interactions dans le SIRH. Et ce n'est que le SIRH. Donc voilà, un peu pour vous de voir la feuille de route d'un éditeur type SAP SuccessFactors et la présence forte et qui ne va que continuer de la présence de l'IA dans la solution. Et pour information, aujourd'hui, on est à peu près à 50 ou 60 cas d'usage et on va à chaque fois en ajouter une trentaine par mise à jour. Parce que bien entendu, tout cela nécessite un entraînement. On n'est pas sur une IA générative, j'allais dire basique, de type ChatGPT. Donc, il y a tout un entraînement qui est réalisé. Je pense notamment à Joule, l'assistant RH. Et donc, tout cela est contextualisé pour chaque client et s'appuie sur le modèle de données de l'éditeur. Tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Donc, Frédéric, je ne te dis pas d'aller très vite. Prends ton temps.
Vous m'entendez? C'est On bon, t'entend. déjà. Ah, super. Premier test. C'est bon. Alors du coup, moi, j'ai pas, c'est pas mon jour. Si tu es sur le slide de l'adoption des usages, c'est ça? La Démocratiser, ouais. démocratisation, ouais. Ouais. Sur la dimension finalement appropriation et démocratisation de ces IA, on a généralement trois grandes manières de s'y prendre. Soit ben, on va avoir l'option de sélection d'une solution, ce qu'on vient d'évoquer ensemble au travers de SAP. À l'extrême inverse, le fait d'y aller par soi-même avec les IA génératives. Et entre les deux, dès lors qu'on a les compétences et la vision de ce qu'on veut faire, on va avoir la capacité aujourd'hui avec les interfaces, les API, d'aller directement générer ses propres fonctionnalités avec à la fois des enjeux différents. Si on est sur l'appropriation d'une solution, c'est plutôt une approche d'accompagner les personnes à l'utiliser de la formation. Si on est sur de l'IA grand public, il n'y a pas de formation en tant que telle, il faut y aller par expérimentation, par logique test and learn, avec des avantages et des inconvénients en fonction des différentes approches. L'avantage d'une IA embarquée de type SIRH, c'est que on a plutôt une solution clé en main, des usages qualifiés, on a moins de questions à se poser sur des générations un peu hallucinées ou qui seraient en dehors du périmètre des requêtes. À l'inverse, un inconvénient qui est que c'est limité par la conception de la solution. Et puis, des fois, entre ce qu'on avait peut-être projeté des potentialités, on peut être amené à qualifier la promesse et se dire est-ce que c'est finalement aussi utile que ce qu'on avait imaginé. Donc, il y a ce petit travail de qualification. Et puis, à l'extrême inverse, petit point de vigilance dans les solutions d'IA grand public, c'est il faut toujours être dans une logique de qualification de la fiabilité, voire de la véracité de ce qui est généré. Et bien souvent, il peut être intéressant, ou en tout cas plus pertinent, d'avoir déjà un profil et des connaissances relativement avancées sur le sujet qu'on veut adresser via une IA générative pour pas nécessairement se laisser embarquer dans des réponses qui n'apporteraient pas satisfaction. C'est souvent le cas quand on est d'un point de vue RH sur des aspects plutôt juridiques et réglementaires, où là, il y a beaucoup plus de points de vigilance par rapport à ça. Puis juste pour finir, sur l'étape intermédiaire, c'est un investissement en temps et ressources et un maintien de la solution. Sur ce deuxième point, sachez qu'aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs offrent leur service également via la revente d'API. Donc, on peut avoir un modèle hybride également entre la première colonne bleu foncé et la seconde. Et j'imagine que tu es sur le slide de conclusion. Tout à fait. Chez moi, magnifique. Donc, trois grandes dimensions, trois grands enjeux pour finir en tant qu'acteur pour bien se positionner dans un projet de transformation RH. C'est à la fois par rapport à tout ce qu'on a vu, peut-être un enjeu de décision. Est-ce qu'on va opter plutôt pour l'une ou l'autre approche? Bien souvent, comment on va articuler, malgré tout, certes, on commence à avoir des solutions SIRH qui embarquent de l'IA et en même temps, on va avoir une stratégie ou un usage en IA grand public à côté. De manière fondamentale, il y a cet enjeu de curiosité d'esprit. Toujours le côté test and learn, test and learn, test and learn, pour se faire une idée, appréhender et s'approprier les solutions. Et dernier point, tout en ayant un recul et un esprit critique, en restant pragmatique, c'est-à-dire qu'entre les promesses et les réalités du moment, demain, il y aura d'autres évolutions et donc il y a des réalités en devenir. Donc des fois, on peut peut-être être déçu par rapport à ce qu'on projetait du résultat. Mais la déception d'aujourd'hui n'induit pas la déception de demain. Et demain, on peut avoir des très bonnes surprises parce qu'on aura fait évoluer les modèles et les technologies. Et puis, toujours ce point de vigilance, de pragmatisme sur le degré de confiance dès lors qu'on sort d'un périmètre de solutions éditeurs
par rapport à la fiabilité, la véracité des données que j'évoquais précédemment. Et puis, en point de limite, pour finir sur cet aspect-là, toujours considérer l'IA pour ce qu'elle est. On a souvent un biais cognitif qui fait qu'on projette sur la technologie une composante humaine qu'elle n'a pas. L'IA, quand elle vous répond, en tout cas l'IA générative, elle ne fait malgré tout que du picking, de copier-coller, et elle vous propose quelque chose qui vous semble très intéressante, mais au même titre que vous auriez fait vous-même un certain nombre de copier-coller, il n'y a pas d'intelligence en tant que telle dans réellement une prise de recul sur cette création de contenu. Donc c'est toujours intéressant de garder à l'esprit qu'on n'est que sur la génération statistique de rapprochement de données. Et dans tous les cas de figure, quelle que soit l'approche qu'on va avoir dans ces différentes réalités de quotidien RH, ça reste la possibilité de prendre du recul, de repenser son modèle et se dire où est réellement notre valeur ajoutée en tant qu'RH et qu'est-ce qu'on peut du coup apporter. On l'a vu avant dans les solutions pour les managers, par exemple, dans la fixation d'objectifs, comment on peut les aider à avoir de la valeur ajoutée pour qu'ils gagnent du temps dans la réalisation de leur activité au quotidien. Eh bien, merci beaucoup Frédéric pour ce dernier mot. Peut-être Thomas, tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, je sais qu'on a dépassé le temps pour cette partie-là, donc peut-être qu'on peut aller directement sur la dernière slide et voir si on a peut-être 8 minutes pour une question ou deux. En tout cas, en conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est que vous avez nos coordonnées. Si jamais vous avez des questions, vous voulez aller plus loin par rapport à ce qu'on a pu évoquer lors de ce webinaire. Si vous avez encore de la disponibilité semaine prochaine, sachez qu'il y a 2 événements chez SAP qui vont être présents. Le 4 juillet prochain, donc c'est la semaine prochaine, nous allons avoir notre événement HR Connect. C'est notre événement annuel de SAP SuccessFactors. Il sera au Parc des Princes. Donc, vous avez ici un QR code, donc n'hésitez pas à le scanner et à vous inscrire. Et nous avons un super agenda avec de nombreux clients qui seront présents, que ce soit Danone, Air France. Laure Maladou sera aussi présente pour une keynote à la fin. Et notre événement phare aussi de SAP France, cette fois-ci, SAP Now, qui sera présent, qui sera en fin septembre, je crois 23 septembre ou 24 septembre, à Paris. Donc, n'hésitez pas à scanner et à vous inscrire. Moi, pour finir, un grand merci. Et moi, il y a deux principes clés pour bien gérer l'IA, effectivement, et pour bien l'utiliser, enfin plutôt deux compétences comportementales, la curiosité et le pragmatisme. Pour rebondir sur ce que disait Frédéric, ces compétences sont vraiment ultra importantes, donc ce qui veut dire que, et